Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas seulement un nouveau chapitre dans la saga interminable des intrigues de Washington, c'est une fracture sismique au cœur même du socle du pouvoir américain, un moment où les gardiens de la puissance de notre nation se sont levés et ont dit assez. Imaginez cela, 38 commandants militaires, dont 7 généraux 4 étoiles dont les étoiles ont été forgées dans les feux des conflits mondiaux, entrant dans le National Press Club de notre capitale, non pas en conquérant de terres étrangères, mais en défenseur de quelque chose de bien plus sacré, l'âme de notre République. Ce ne sont pas de simples soldats, ce sont les architectes de la victoire, les stratèges qui ont affronté les tyrans et les terroristes, qui ont saigné pour le drapeau et prêté serment à la Constitution. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'ère moderne de cette grande nation, ils ont publiquement tourné le dos à un commandant en chef en exercice. Ce n'est pas une rébellion, c'est une révélation. C'est le genre de courage brut et non filtré qui résonne à travers l'histoire, nous rappelant que le vrai leadership n'est pas une question d'obéissance aveugle, c'est une intégrité inébranlable. Ces hommes et ces femmes, qui ont consacré 30, 40, voire 50 ans à la règle des reins selon laquelle l'armée ne se mêle pas de politique, que l'on ne défie pas l'autorité civile sur la place publique, ont brisé ce silence avec un coup de tonnerre qui résonnera pour les générations à venir. Pourquoi? Parce que lorsque la ligne entre la sécurité nationale et l'ambition personnelle s'estompe, lorsque la vie de nos troupes devient des pions dans un jeu d'échecs politique, le silence n'est pas de la neutralité, c'est de la complicité. Et aujourd'hui, ils ont choisi d'être des héros, non pas en chargeant au combat, mais en tenant ferme dans l'arène de la vérité. Avant que les experts ne déforment cela en fourrage partisan, avant que les chambres d'écho n'amplifient les demi-vérités et les prises de position brûlantes, plongeons au cœur de ce qui s'est déroulé. Épluchons les couches avec la précision d'une lame de chirurgien, car dans des moments comme ceux-ci, les faits ne sont pas seulement importants, ils sont les remparts protégeant notre démocratie. À précisément 15h30, heure de l'Est, sous les lumières éblouissantes du National Press Club, cette assemblée extraordinaire s'est réunie. À la tête du groupe se tenait le général Marcus Caldwell, une légende retraitée de l'armée 4 étoiles, ancien vice-président des chefs d'état-major interarmées, un homme dont le génie tactique a aidé à naviguer à travers le brouillard des guerres post-11 septembre. À ses côtés se tenait l'amiral Jennifer Hartley, la commandante retraitée de la marine à la volonté de fer qui a autrefois dirigé la puissante flotte du Pacifique à travers des mers orageuses de tensions géopolitiques, et le lieutenant-général Robert Hayes, un marine endurci au combat dont le leadership dans 3 théâtres de guerre brutaux a sauvé d'innombrables vies et renversé les marées. Ce ne sont pas des voix marginales ou des HAS binamères, ce sont l'élite, ceux qui ont briefé des présidents, façonné des doctrines et porté le poids du monde sur leurs épaules. Avec la salle muette d'anticipation, le général Caldwell s'est approché du podium, sa présence imposant le respect comme un général sur le terrain, et il a lu de leur lettre collective, un document non pas de colère, mais de devoir solennel. Nous, les sous-signés, avons consacré nos vies à défendre cette nation et à upholding la Constitution, a-t-il entonné, sa voix régulière comme un battement de tambour. Nous avons servi sous des présidents des deux partis, et nous n'avons jamais publiquement remis en question le leadership civil. Mais nous ne pouvons pas rester silencieux lorsque les décisions opérationnelles qui affectent la sécurité des membres des forces armées américaines sont subordonnées à des calculs politiques. Le silence dans cette salle. Il était assourdissant, une inspiration collective de journalistes qui ont tout vu. Il a poursuivi, inflexible, le principe du contrôle civil de l'armée est sacré, mais ce contrôle porte une responsabilité d'agir dans l'intérêt national, pas personnel. Lorsqu'un commandant en chef utilise les opérations militaires comme des jetons de marchandage pour des soutiens politiques, ce pacte est rompu. Maintenant, soyons cristallins sur ce qu'ils accusent, car cette lettre n'est pas un vague diatribe. C'est une frappe chirurgicale de spécificité, soutenue par des preuves documentées qui traversent le bruit comme un laser. Il détaille 3 incidents irréfutables, chacun une condamnation accablante de la façon dont le pouvoir peut corrompre même le plus haut bureau. D'abord, un ordre de retrait abrupt d'un avant-poste vital d'intelligence au Moyen-Orient en octobre, imposé sans un murmure au commandant de théâtre, juste après un rallye de campagne où le déploiement a été fustigé. Imaginez, des troupes arrachées de leur poste non pour des raisons stratégiques, mais pour marquer des points rhétoriques dans un discours. Deuxièmement, une autorisation bloquée pour un exercice d'entraînement conjoint crucial de l'OTAN en janvier, coincé parce que l'amiral commandant avait osé témoigner devant le Congrès sur des déficits budgétaires paralysants, mettant en lumière des réalités qui ne s'alignaient pas sur le récit de l'administration. Et troisièmement, le coup de poing qui devrait faire bouillir le sang de tout patriote, une directive du 9 février directement de la Maison-Blanche,
ordonnant au chef d'état-major interarmé de retenir les expéditions d'équipement d'urgence vers une base opérationnelle avancée jusqu'à ce que certains généraux cèdent et apparaissent à un événement de la Maison-Blanche vantant la puissance militaire. Oui, vous avez bien entendu, du matériel salvateur, des systèmes de défense, de la technologie de communication, retenus comme des otages jusqu'à ce que les hauts gradés jouent le jeu dans une séance photopolitique. Ce n'est pas un débat de politique, c'est de l'extorsion enveloppée dans des étoiles et des bandes. C'est le genre de manœuvre qui érode la confiance au cœur de nos forces armées, transformant les guerriers en acteurs involontaires dans un drame partisan. Pour comprendre comment cette bombe a explosé, suivez la chronologie avec moi, car chaque tic-tac de l'horloge révèle la gravité. Le 11 février, une copie classifiée de cette directive infâme a fuité au comité des services armés du Sénat, déclenchant des alarmes dans les couloirs du pouvoir. Le lendemain, le 12 février, un groupe de sénateurs, bipartisans, éprouvés au combat, s'est réuni dans une installation sécurisée pour la disséquer. Le sénateur Michael Thornton, un républicain de Virginie et ex-marine avec 4 décennies de service, est sorti ébranlé, confiant à des collègues que c'était sans précédent, une trahison qui exigeait une action de peur qu'ils ne deviennent complices. Sa contrepartie démocrate, la sénatrice Patricia Chen, n'a pas mâché ses mots, c'est l'abus le plus flagrant de l'autorité de commandant en chef dans l'ère moderne. À la fin de la session, 11 sénateurs de tous bords ont promis d'invoquer l'inspecteur général du Pentagone pour une enquête urgente. Mais les commandants, ils n'attendaient pas le broyage lent de la bureaucratie. Ils ont saisi l'instant, allant au public pour forcer la lumière de l'examen là où les ombres s'étaient insinuées. Pour saisir l'ampleur épique de cette défiance, nous devons voyager à travers les annales de l'histoire américaine, où la danse entre les leaders civils et la puissance militaire a toujours été un ballet délicat de pouvoir et de principes. Remontez à avril 1951, quand le président Harry Truman, ce missourien franc-parler avec des nerfs d'acier, a limogé le légendaire général Douglas MacArthur pour avoir critiqué ouvertement la politique coréenne et poussé à escalader en Chine contre des ordres présidentiels explicites. MacArthur était un dieu parmi les hommes, adoré par le public, pourtant Truman l'a viré pour upholding le principe sacré, les présidents fixent la politique, les généraux l'exécutent. Ce limogeage n'était pas seulement une décision de personnel. C'était une réaffirmation fondatrice de l'ordre constitutionnel, acceptée par les hauts gradés militaires parce qu'elle préservait l'équilibre de la République. Avancé rapidement à décembre 1993, quand le général Colin Powell, en tant que président des chefs d'état-major interarmés, a exprimé des réserves au Congrès sur la politique, don't ask, don't tell, concernant les membres de service gay. Il a canalisé sa dissidence à travers les voies appropriées, puis a salué et l'a implémenté, prouvant que le désaccord peut coexister avec le devoir sans fracturer le système. Ou considérez octobre 2019, quand le secrétaire à la défense Jim Mattis, le moine guerrier révéré pour son intellect et sa résolution, a démissionné suite au retrait soudain de Syrie ordonné par le président Trump, sans input du Pentagone. La lettre d'adieu de Mattis était une masterclass en retenue, vous avez le droit d'avoir un secrétaire à la défense dont les vues s'alignent mieux avec les vôtres. Il a attendu presque 2 ans avant toute critique publique, honorant le code non écrit du silence post-service. Mais le coup de tonnerre d'aujourd'hui, il est dans une ligue à part, pas de démission, pas de témoignage, pas d'allusion subtile, mais une déclaration frontale, pleine face, avec caméra roulant, que le commandant en chef a brisé le covenant. Ces officiers, qui ont construit des empires de discipline en évitant précisément ce spotlight, l'embrassent maintenant parce que l'alternative, une complicité muette, corrodait l'institution qu'ils aiment plus que la vie elle-même. Et voici une pépite enterrée dans les rapports initiaux qui hurlent des volumes sur la profondeur de la crie, au moins une douzaine d'officiers de drapeaux supplémentaires aspiraient à signer, mais ils sont en service actif, liés par les règlements du DoD interdisant au personnel en uniforme de s'engager dans des frasques politiques. Réfléchissez à cela, les 38 signataires ne sont que la pointe de la lance, les retraités libres de parler. Les actifs, ils broient ce cauchemar en temps réel, réduits au silence par la loi, leur frustration bouillonnant sous la surface. Un général 3 étoiles retraité, parlant anonymement ce soir, a révélé que les hauts gradés ont débattu de cette politisation accélérée, pendant 6 mois, réunion privée à l'Oval. Rejeté comme ignorable, via le SecDef. Pas de foi en la confrontation. Témoignage classifié au Sénat, trop caché des yeux du public. La déclaration publique a émergé comme l'option nucléaire, la seule façon d'allumer la responsabilité. Ce ne sont pas des têtes brûlées, ce sont des maîtres d'échecs de la stratégie, pesant chaque mouvement. Quand ils brisent un tabou de 250 ans, c'est un appel clairon que nous ignorons à nos risques et périls.
Maintenant, zoomons sur la bombe de l'amiral Hartley lors de la conférence de presse, élevant cela du principe abstrait à une réalité déchirante. Cette directive retardée du 9 février. Elle a touché une base opérationnelle avancée qui, quelques jours plus tard, les 11 et 12 février, a fait face à un feu hostile amplifié. Hartley était méticuleuse, pas de lien causal prouvé encore, mais le commandant de la base avait supplié pour des défenses renforcées dans ce paquet même, et elle n'était pas là quand les roquettes ont plu. Résultat, 3 Américains courageux blessés, équipement de Combs déchiqueté, une base chancelant au bord du gouffre. Pas de décès, cette fois. Mais demandez-vous, nos troupes ont-elles été mises en danger non par la ruse ennemie ou des ressources rares, mais par un quid pro quo de la Maison Blanche pour une loyauté politique. C'est le truc des cauchemars, une trahison qui tâche le serment du commandant en chef. Tournons-nous vers la riposte de la Maison Blanche, larguée à 16h23 via trousse sociale, c'est une masterclass en déviation, pas en défense. Le président a fustigé la lettre comme une attaque honteuse par des généraux usés amers d'avoir été écartés, probablement payés par les démocrates pour miner un président qui a reconstruit l'armée qu'ils ont laissé pourrir. Il a nommé Caldwell et Hartley comme échecs et perdants. Les aigles légaux vous diront, quand vous assaillez les messagers sans toucher le message, vous agitez un drapeau blanc sur les faits. Si la directive est bidon, déclassifiez-la. Si déformée, corrigez le dossier. Si mensonge, exposez-les. Cette rafale ad hominem, c'est une admission par omission, du carburant pour le feu. Les érudits sonnent l'alarme, cela rivalise avec la crise des missiles de Cuba en péril civil-militaire. La professeure Elizabeth Warren à Georgetown, ex-adjointe au procureur général, avertit, si prouvé, c'est une violation flagrante des devoirs présidentiels, armant le pouvoir militaire pour des serments de loyauté au lieu de la défense nationale. Michael Chertoff, ancien juge et chef du DHS, évoque des angles criminels sous les lois interdisant l'usage de ressources gouvernementales pour des campagnes. Même John Yoo, défenseur de l'ère Bush des pouvoirs exécutifs expansifs, concède, exploiter les commandes pour des endorsements franchit une ligne rouge, un appel au réveil bipartisan. Regardant en avant, deux chemins divergent. Chemin 1, l'admin le tourne comme un sabotage de l'État profond, marque les officiers comme des axes, presse les législateurs gopent à privilégier la ligne du parti sur la fidélité institutionnelle. Beaucoup plient pour survivre, absorbant le choc dans la boue partisane, laissant la pourriture s'installer. Le précédent est posé, les futurs présidents coercitent avec des ops, les commandants courtisent la faveur politique, les adversaires exploitent nos divisions. Moscou, Pékin, Téhéran recalibrant la crédibilité US à la baisse. Une mort par 1000 coupures pour la crédibilité. Chemin 2, 15 plus républicains, digérant la lettre, exige l'action. La sonde vigilance, la directive scrutée dans des audiences, la responsabilité messie, partisane, mais réelle, s'enclenche. Les prochaines 72 heures, elles signaleront notre destin. Mais voici le charisme dans ce chaos, le cri de ralliement qui allume les âmes. Cela transcende un homme, un moment, c'est la question éternelle américaine, gravée par les fondateurs dans le sang et l'encre. Le pouvoir du commandant en chef connaît-il des bornes, servant la nation ou l'ego? Ou est-ce une force brute, contrôlée seulement par le caprice des sycophantes? Ces 38 titans ont rugi, les limites comptent, ont toujours compté, et nous miserons nos légendes là-dessus maintenant. Washington, vous élèverez-vous à leur feu? L'avenir de la République dépend de votre réponse, un phare pour la flamme endurine de la démocratie. Que ce jour ne s'efface pas dans les notes de bas de page de l'histoire mais flambe comme le tournant où le courage a reconquis l'honneur de notre nation, inspirant les générations à se dresser contre les marées de la tyrannie, à l'intérieur comme à l'extérieur. Car en fin de compte, la force de l'Amérique n'est pas dans les armes ou les murs, c'est dans l'esprit incassable de ceux qui défendent ses idéaux, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, cet esprit a parlé des volumes, résonnant à travers le pays, nous ne céderons pas. Nous prévaudrons.